Et voilà, donc merci d'être présent et présente à cette conférence de l'Institut d'éthique appliquée, qui est un institut multidisciplinaire situé à l'Université Laval à Québec. Euh, Aujourd'hui, on a une conférence de Madame F. Chapelleau. Je vais laisser en fait la parole à Patricia Akiobe, qui est notre nouvelle responsable de l'axe éthique politique, non, éthique publique, organisationnelle et professionnelle, pardon. Euh, Comme on disait, c'est très long titre d'axe. Donc, Patricia, je te laisse la parole pour présenter nos invités aujourd'hui. Merci Erika. Bonjour tout le monde et bienvenue à cette conférence midi. Donc, la présentation d'aujourd'hui s'intitule Le monde de l'impact investing, l'investissement à impact en français, vu depuis Twitter. Donc, je me présente d'abord. Je m'appelle Patricia Akiobe, professeure en criminologie et je suis la nouvelle responsable de l'axe éthique publique, organisationnelle et professionnelle de l'IDEA. On parle d'investissement à impact. Donc, cette notion-là recouvre tout investissement qui recherche de manière explicite et intentionnelle à la fois une rentabilité financière et la création d'un impact social et environnemental positif et mesurable. Donc, cette pratique particulière-là est née de la transformation très profonde du système de financement de l'économie que l'on désigne habituellement par le thème de financiarisation. Donc, alors, c'est avec plaisir que nous accueillons chaleureusement aujourd'hui la professeure Ève Chapelot qui va nous entretenir sur le sujet. Elle nous parlera particulièrement de la constitution progressive et de l'organisation d'un monde social autour de cette notion d'investissement d'impact en identifiant au passage les acteurs principaux. Donc, la professeure Chapelot est directrice d'études à l'École des hautes études en sciences sociales de Paris. Ses intérêts de recherche actuels portent sur le financement, enfin, le phénomène de financiarisation, pardon, de l'économie et sur les outils qui accompagnent cette financiarisation-là. Bienvenue, Madame Chapelot, une fois de plus. Et elle sera accompagnée de Monsieur Aurélien Philippot, qui est professeur agrégé de finance au département de finance, assurance et immobilier de la Faculté des sciences de l'administration de l'Université Laval. Donc, je vais sans plus tarder céder la parole à Ève pour sa présentation et ensuite on aura la présentation du professeur Philippe. Merci. Bonjour, merci beaucoup de votre invitation. Je suis très contente de pouvoir partager cette recherche au long cours de pouvoir en discuter aussi avec des participants qui sont basés au Canada, au Québec. Voilà, je serais très contente d'avoir vos questions, vos remarques, etc. Je veux juste m'assurer, vous voyez bien l'écran là, parce que je suis... OK. Bon, très bien. Donc c'est une recherche, comme je le signale sur la mire d'accueil, que je mène avec un collègue qui est sociologue et spécialiste de sciences de données, qui est Camille Roth, qui est à la fois au CNRS et aussi à l'École des hautes études en sciences sociales. Voilà. Donc, je vais commencer donc par rappeler ce qu'est l'investissement impact avant de vous raconter ce que je fais avec cet objet, hein. Vous voyez là projeté un schéma qui est pris dans un rapport qui a été très important, qui est un rapport de 2014, qui a été produit par une task force internationale qui avait été euh, mandatée par le G8 pour, bon, pour promouvoir cette pratique. Et donc, dans ce schéma, on voit le positionnement de l'investissement impact, qui est donc ni de l'investissement soutenable, hein, donc Investing Sustainability, ni de la philanthropie. L'impact investing se propose, en tout cas en 2014, parce que ça va justement bouger en 9 ans, se propose en 2014 d'apporter des capitaux à des organisations qui ont intégré dans leur modèle économique la volonté de délivrer, de produire des impacts sociaux positifs.
hein. Donc ces organisations, ce sont soit, en gros, à l'époque, des entreprises sociales, soit éventuellement certaines ONG. Donc on n'est pas dans la responsabilité sociale de l'organisation, on n'est pas dans l'investissement socialement responsable, dans l'application des critères ESG, et on n'est pas non plus dans le don et dans la philanthropie. Donc ils essayent, ces personnes, de fabriquer un nouvel espace, hein, donc ce qui suppose d'ailleurs de déplacer et de brouiller des frontières établies historiquement, en gros, entre le champ capitaliste à but lucratif, pour le dire rapidement, et le champ à but non lucratif. Et donc, il s'insère à cet endroit-là, et avec, comme l'a rappelé euh, Madame Akiobé, la promesse d'un double retour, hein, c'est-à-dire que ce sont des investissements qui non seulement vont rapporter de l'argent, mais vont faire de l'impact positif. Donc, alors, un des gourous et un des acteurs principaux qui va pousser cette pratique d'investissement, c'est donc Sir Ronald Cohen, qui est en fait quelqu'un qui a fait toute une carrière, qui est un Anglais, qui a fait toute une carrière de, de- dans le private equity. Il a monté le premier gros fonds de private equity en Europe, Apax, et puis dans une deuxième partie de sa vie, il s'est lancé dans cette entreprise qui consiste à utiliser tous les savoir-faire du private equity pour régler des questions sociales, en fait. Donc, la promotion de ces idées-là doit beaucoup à cette personne qui a d'ailleurs présidé la fameuse task force dont on parlait tout à l'heure. Et donc, on voit là, c'est son livre de 2020. Vous voyez l'image de la couverture, elle est tout à fait intéressante puisque vous avez à la fois un signe du dollar et puis des jolis petits cœurs. Voilà, donc c'est l'alliance du cœur et de l'argent autour de cette notion d'impact. Donc j'évoquais donc le fameux rapport du G8 juste avant, là où j'avais pris la définition. Et vous voyez le titre, encore une fois, donc, dont on voit le rapport avec le cœur, donc The Invisible Art of Market, donc qui est évidemment un clin d'œil à Adam Smith où c'était The Invisible Hands of Market. Et donc là, c'est le cœur invisible des marchés. Et pour comprendre le projet politique, en tout cas, qui est porté par ce courant-là de l'impact investing, donc le courant anglais autour de Sir Ronald Cohen, je vous passe une citation d'un de ses discours, un discours qu'il prononce au moment à peu près où il rend le rapport que je vais donc lire. Donc, au cours des 2 derniers siècles, les philanthropes ont fait de leur mieux pour améliorer la vie des laissés pour compte, mais au milieu des années 30, les gouvernements ont commencé à se rendre compte que la philanthropie seule ne pouvait pas faire face à la situation. Et aujourd'hui, les États-providence, conçus pour le XXe siècle, baissent les bras face à la lutte contre les défis sociaux du nouveau siècle. Ils se rendent compte qu'ils ne sont pas les mieux placés pour innover en apportant des solutions aux problèmes sociaux. Donc le projet, il est très clair. Bon, il y a des problèmes sociaux. La philanthropie a essayé, mais ils n'y sont pas arrivés. Hein. Alors on a fait des États-providence. Les États-providence sont dépassés. Et donc, il est temps, en fait, que la finance et le capitalisme prennent en charge ces questions-là et ça va aller mieux. Donc, tout l'objectif est d'arriver à produire euh, cette nouvelle forme de capitalisme responsable. Et donc, lui, comme il est financier, euh, euh, le, il va importer dans ces questions-là les outils qu'il connaît. Alors, pour comprendre aussi l'importance et la popularité de ces questions, donc ça c'est une requête que j'ai faite donc, ce matin pour vous, donc sur Google Trend. Donc, Google Trend récupère en gros les tendances dans les requêtes que font les internautes. Hein. Donc là, voilà, j'ai fait cette requête ce matin. Donc, dis-moi Google, quelle est la tendance de impact investing? Donc là, c'est une requête. Donc les requêtes mondiales. Donc là, on voit que la thématique, on voit en tout cas la tendance haussière depuis 2009
de cette thématique et un maintien, en fait, à peu près à partir de 2018, de l'intérêt, en fait, sur le web. Avec une collègue allemande qui est Lisa Knoll, on avait fait aussi un travail, cette fois dans le champ académique, pour voir l'intérêt que suscitaient ces pratiques dans le champ académique. Donc, on avait fait un comptage d'articles dans dans les bases de données d'articles académiques et on voit également donc là, une hausse des publications euh, sur ces questions sur la même période. Donc voilà. Donc là, j'ai un peu défini de façon très rapide en fait hein, le phénomène. Donc maintenant, pour euh, donner quelques points d'histoire. Donc, c'est une pratique qui a une double origine. Donc, on a déjà à la fois états-unienne et britannique. Donc, j'ai déjà évoqué le personnage de Sir Ronald Cohen. Alors, il n'est pas tout seul, mais c'est l'entrepreneur institutionnel au niveau du Royaume-Uni. Donc, vous voyez là sur les slides toute une série de dates et d'initiatives euh, qu'il a conduite avec à plusieurs moments l'appui du gouvernement anglais jusqu'au moment de la présidence de la task force. Alors, Sir Ronald Cohen continue hein, à être actif dans divers endroits, mais enfin, là, c'est pour le lancement de la, de la pratique financière. Donc, ce qu'il faut signaler, c'est bah, notamment la création de Social Finance UK donc en 2007, qui est une association qui fait du conseil et qui va être à l'initiative du premier Social Impact Bond mondial dans la prison de Petersborough. Donc, on pourrait revenir, qui est une sous-pratique de l'investissement à impact. Du côté états-unien, le mot-clé n'est pas exactement le même. Donc, en Grande-Bretagne, le mot-clé, c'est finance sociale, social finance. C'est comme ça que la pratique naît. Aux États-Unis, ça naît directement avec le terme d'impact investing. Et l'acteur central, c'est la Fondation Rockefeller qui, en 2008, décide d'ouvrir un grand programme sur l'impact investing qui va mettre donc 38 millions de dollars sur la table pour construire cette nouvelle classe d'actifs qui sont les actifs à impact. Donc, la Fondation va commander de très nombreux rapports, donc à Monitor Deloitte, à JP Morgan, à, à toutes sortes d'autres organisations. C'est la Fondation Rockefeller qui va aussi créer la tête de réseau sur l'impact avec le GIN, qui va investir aussi sur la production des premières métriques et puis qui va également prendre une partie de son capital, c'est comme une fondation, elle a une capital, pour alimenter les premiers fonds d'impact. Donc, c'est un programme qui dure 4 ans, donc avec quand même beaucoup d'argent hein, pour promouvoir une pratique et qui va permettre quand même de faire du bruit, de produire des rapports, d'enrôler beaucoup d'acteurs. Voilà. Donc ça, c'est l'émergence. Donc, vous voyez, c'est 2008, 2009, euh, à peu près, avec cette double origine qui ne se réunit en fait qu'autour du moment du G8, hein, et avec, vous voyez d'ailleurs le mélange Social Impact Investment, donc on a la fusion en fait euh, des deux pratiques. Alors, ça ne veut pas dire que ça ne communiquait pas ensemble, mais disons que le moment du G8 va permettre de réunir ces deux origines. Alors, pourquoi vous parlez de ça dans ce cercle d'éthique des affaires? C'est que je pense que l'impact investing, c'est un nouvel avatar en fait de l'éthique des affaires. C'est une nouvelle pratique. Euh, euh, voilà, donc le slogan est tout à fait typique, hein, puisque c'est Making money and doing good. Donc, on peut faire de l'argent et faire le bien en même temps. Donc, c'est euh, une certaine façon de conduire ses affaires sans relaxer en fait le fait que ça reste des affaires.
La spécificité de cette pratique financière, c'est que, et sa nouveauté, c'est qu'elle est portée donc par des gérants d'actifs, des gérants d'actifs qui sont devenus centraux donc aujourd'hui dans l'organisation du système économique, donc on pourra y revenir, ça vous intéresse, mais en tout cas par le phénomène de financiarisation. Il y en a qui évoquent, qui parlent de notre stade du capitalisme en parlant d'un capitalisme de gérants d'actifs, hein. Mais il y avait déjà des pratiques financières pour les gérants d'actifs, qui étaient l'investissement socialement responsable, qui lui a une histoire beaucoup plus longue, hein, puisque de plusieurs décennies, mais qui est plutôt un investissement qui est centré sur les sociétés cotées. Donc, ce n'est pas les mêmes gérants d'actifs, tandis que là, on va avoir des gérants qui vont plutôt être des gérants de private equity ou de venture capital, euh, donc, et qui vont donc importer ces pratiques-là dans le champ social. Et puis l'ISR, en tout cas, c'est ce que disent les partisans, en tout cas il y a 10 ans, de l'impact investing, c'est que l'ISR euh, sélectionne les entreprises les mieux disantes, hein, les best in class. euh, donc, les entreprises qui essayent de minimiser, disons, leurs externalités négatives, mais ne sélectionnent pas des entreprises qui se donnent pour but d'augmenter leurs externalités positives, voilà, qui se donnent pour but d'améliorer le monde. Voilà. Donc, ça serait ça la grande différence, en fait, entre l'ISR et l'impact investing. Voilà, donc c'est une pratique de la finance qui se veut éthique et qui vient en fait compléter la palette en fait des pratiques éthiques de la finance avec d'autres acteurs et surtout d'autres investis, hein. Et ça marque l'entrée en fait de cette finance non spécialisée parce que le secteur social a toujours eu des acteurs financiers qui étaient spécialisés pour le champ social. En tout cas, en France, c'est très clair. Aux États-Unis, il y a la community finance. En France, ça s'appelle la finance solidaire, avec des acteurs, par exemple, bancaires, coopératifs, qui avaient plutôt ce type de clientèle, etc. Mais donc là, on a l'arrivée d'acteurs non spécialisés dans le champ social. Euh, on peut aussi voir ce mouvement sur l'impact investing comme le prolongement au niveau de l'apport de capital du mouvement pour l'entrepreneuriat social, le mouvement pour l'entrepreneuriat social qui démarre dans les années 80 et qui euh, est porté par l'idée que ce qu'il faut pour régler les problèmes sociaux, ce sont des entrepreneurs. D'accord? Bon. Alors, quelques décennies plus tard, ces entrepreneurs ont fait des entreprises, ont besoin de capitaux, et donc maintenant, il nous faut les private equity pour ces entrepreneurs. Donc, on peut aussi voir cette création-là comme étant comment dire, le lancement de l'étage financier de l'entrepreneuriat social une fois que le champ d'entrepreneuriat social s'est développé. Voilà. Bon, donc voilà pour l'objet. Donc maintenant, les questions que je me suis posées sur cet objet. Euh, alors, euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, je m'intéresse à cet objet depuis une dizaine d'années. Donc, c'est-à-dire, je l'ai vu arriver. Donc, très tôt, je m'y suis intéressée, bon, parce que je travaillais sur la financiarisation des questions non financières. Et au début, où je commençais à suivre les discussions, on peut dire que j'arrivais à suivre ce qui se passait, hein. C'est-à-dire que j'arrivais à suivre les acteurs, les conférences, les prises de parole. Et puis, cette histoire-là, comme le montraient les courbes, s'est emballée, c'est-à-dire qu'il y a eu de plus en plus d'acteurs, de plus en plus de rapports, de plus en plus d'événements. Et donc, il y a une explosion en fait, de l'activité, ce qui fait que il se passe beaucoup trop de choses. On peut dire que l'idée a réussi, puisqu'il y a de plus en plus de personnes qui récupèrent, qui organisent une activité économique autour de cette notion, etc. Et donc, j'avais besoin de trouver les moyens de décrire finalement euh,
la fabrication d'un nouvel champ d'activité, un nouveau champ d'activité autour de l'impact investing. Donc, ça va au-delà, en fait, par exemple, de ce qu'on a dans la littérature management sur les modes managériales, par exemple, hein. C'est plus qu'une mode, en fait, hein, puisqu'on a partie d'un secteur d'activité. Donc, je me suis... un des concepts qui m'intéresse, c'est le concept de monde social tel que l'a proposé Howard Baker, notamment dans son ouvrage qui s'appelle Les mondes de l'art. Les mondes sociaux sont composés de toutes les personnes dont le travail est nécessaire à l'accomplissement d'une activité. Donc, pour le monde de l'art, c'est toutes les personnes qui vont permettre de créer des œuvres. Donc, ça veut dire, par exemple, si on prend une œuvre, un tableau de peinture, il y aura bien entendu le ou la peintre, mais il y aura le fabricant de tableaux, le fabricant de couleurs, euh, les écoles d'art, les lieux d'exposition, enfin bon, voilà. Et donc l'idée, c'est que pour faire une activité, il y a besoin, il y a évidemment les travailleurs qui sont au cœur de la représentation, donc dans le monde de l'art, c'est l'artiste, mais l'ensemble des personnels de renfort. Donc dans notre histoire d'impact investing, on pourrait dire que l'acteur cœur, c'est l'investisseur, puisque c'est lui dont on parle, hein, qui fait, qui va produire un double retour, mais il y a un grand nombre de personnes finalement qui donnent vie à cette activité. Donc, voilà. Et toutes ces personnes, elles coopèrent, elles se coordonnent entre elles, elles partagent des représentations, des instruments. Et donc, d'où l'idée de conceptualiser l'impact investing comme un nouveau monde social avec la diversité des acteurs, sa division du travail qui émerge et se constitue. Et donc, mon objectif, c'est d'arriver à décrire euh, cette fabrication, en quelque sorte, de comprendre comment un nouveau monde social, donc là, qui est d'une pratique éthique de la finance, se construit avec ses intermédiaires, etc. Voilà. Donc, les questions, c'est donc d'arriver à comprendre cette sociogénèse et aussi d'arriver à décrire ce qu'on peut appeler un développement carnavalesque, c'est-à-dire qu'avec des tas d'acteurs qui ont des tas de déguisements différents, multicolores, c'est un peu brouillon, c'est un peu désordonné, ça prolifère de partout, et de ne pas centrer uniquement le récit sur les entrepreneurs institutionnels, ce que je pouvais faire, c'est-à-dire on suit quelques grands acteurs, quelques grands locuteurs, quelques lieux emblématiques, mais on restitue finalement la diversité de la fabrication d'un champ. Et puis, avec une question complémentaire qui est, bon, si il y a une genèse d'un nouvel espace de coordination, euh, ben, comment dire, cet espace ne naît pas du vide et donc il naît d'acteurs qui sont eux-mêmes dans d'autres espaces. Donc, est-ce que ça vient du monde de la finance responsable, de l'ISR? Est-ce que ça vient de l'entrepreneuriat social? Est-ce que ça vient des écosystèmes autour de l'innovation, les startups, etc., mais qui sont centrés plutôt sur la tech et sur Internet, mais qui ont tout un vocabulaire des pratiques, etc. Est-ce que ça vient du monde de la philanthropie? Et puis, comme on dit sur les questions sociales, est-ce que ça vient de l'administration publique? Donc, en fait, les acteurs qui vont fabriquer ce monde, je veux dire, ils ne sont pas nés impact investor, hein. Donc, ils déplacent des pratiques. Donc, ça aussi, c'était une question que je me posais. Donc, comment on se construit ces choses-là? Et comme c'est un phénomène mondial, puisque moi je le vois arriver en France, mais on l'a dit qu'il vient des États-Unis et de, de la Grande-Bretagne, comment on peut décrire, essayer de raconter cette histoire transnationale? Est-ce que c'est un monde social mondial, hein? Est-ce qu'on est dans une upper class globalisée ou est-ce qu'on est sur des mondes sociaux nationaux? Et puis, si on est sur une diffusion
de pratique? Est-ce que ce sont toujours les mêmes acteurs qui sont localement, qui vont récupérer les pratiques? C'est-à-dire, par exemple, si ça part, on a vu, bon, ça part des États-Unis avec la Fondation Rockefeller. Est-ce que ça va être un réseau de fondations, par exemple, qui va diffuser les pratiques? Par où ça passe, en fait? Et enfin, on est sur un phénomène, donc maintenant sur une approche un peu longitudinale, est-ce que euh, comment dire, cette construction en fait, on verra que c'est plusieurs mondes articulés, euh, va de pair avec une transformation en fait du projet. Donc ça, j'aurai sans doute pas le temps de le développer, mais je vous donne quand même un des résultats qui est dans l'article qu'a donc eu Aurélien Philippot, qui est une évolution en fait dans le temps du projet. Donc, au départ, le projet, comme je l'ai expliqué, c'est d'avoir des véhicules financiers qui vont investir en capital dans des activités sociales, ou des entreprises sociales ou des social business, et qui laisse de côté en fait les entreprises qui sont des entreprises qui font de la RSE, et qui laissent de côté et qui ne touchent pas les fonds ISR. Et on va voir que 15 ans plus tard, euh, le concept d'impact investing a eu tellement de succès que maintenant, c'est le nouveau mot, en fait, pour dire finance responsable. C'est-à-dire, comme le concept d'impact ou l'impact investing est très peu contrôlé, euh, donc il y a un effort qui est fait actuellement pour essayer de normaliser, de dire on n'a pas le droit de s'appeler impact, fonds d'impact si on ne fait pas ci, ceci, cela. Mais en fait, c'est très peu contrôlé et donc maintenant tout le monde fait de l'impact. Euh, et voilà, donc, avec une ambivalence d'ailleurs chez les promoteurs de l'impact investing, parce qu'en fait, si tout le monde fait de l'impact, ça permet de montrer des gros volumes d'investissement en capital, une croissance, etc. Mais en fait, c'est surtout le succès d'un terme et pas tellement le succès d'une pratique dont on pourra parler si vous le souhaitez. Mais voilà. Donc voilà, donc ça c'est un résultat. Alors, je vous donne le résultat, mais c'est aussi une préoccupation que j'ai, mais sur lesquelles on avance assez lentement sur cette recherche. Donc on l'a documenté qu'en partie. Alors, pour raconter cette histoire, on a travaillé avec Twitter. Alors, je dis Twitter parce que nous, quand on a fait notre extraction de compte en 2021, ça s'appelait encore Twitter. Il y avait la possibilité d'avoir un compte académique pour extraire des tweets, etc. Donc, ça reste sur Twitter et pas sur X. Alors, euh, Twitter, donc la base de l'enquête, c'est d'extraire en fait tous les tweets qui ont été faits qui parlent d'impact investing depuis qu'on parle d'impact investing. Et donc pourquoi utiliser Twitter? Ben, c'est d'abord parce que ça permettait d'extraire des tweets avec 14 ans de recul, enfin 12 ans de recul. Donc ça nous permettait d'aborder le phénomène de manière longitudinale en faisant un échantillon euh, euh, comment dire, historique. Et puis, ça permettait aussi d'aborder la question du déploiement international de la thématique, puisque on peut extraire aussi des tweets dans tous les pays. Voilà. Et le deuxième intérêt de Twitter, c'est que comme n'importe qui peut être sur Twitter et peut ouvrir un compte et se mettre à tweeter sur l'impact investing en l'occurrence, ça permet d'attraper justement un très grand nombre d'acteurs et pas uniquement les plus importants du champ. Et donc ça aussi, ça m'intéressait parce que si on veut construire le monde, eh ben, il faut qu'on voit, ben, évidemment, il y a les grands acteurs, mais il y a aussi tous les petits qui font qu'il y a un monde. Parce que voilà. Euh, et la deuxième chose qui est intéressante avec le fait de travailler sur des tweets, c'est que
l'impact investing, c'est une thématique qui est très adaptée, qui était très présente, en tout cas dans la première partie de sa vie, dans l'espace public, parce que on a des acteurs qui font de la promotion, hein. Ils essayent de fabriquer un nouveau marché, ils veulent vendre une nouvelle classe d'actifs, ils veulent vendre une nouvelle pratique. Ils doivent faire un travail d'incorporation de vocabulaire. Ils font de la production de rapports, de policy papers pour convaincre les gouvernements d'accorder divers avantages ou comment dire, d'assouplir la législation. Il y a une énorme dimension morale aussi, puisqu'en fait, il faut qu'ils arrivent, par exemple, à casser euh, la frontière entre l'investissement et le don. Euh, voilà, qu'on peut faire de l'argent en investissant dans des sociétés à but non lucratif. Enfin bon, voilà. Donc il faut déplacer des tas de frontières, en partie morales, qui ont été construites par le temps. Et donc il y a une dimension, comment dire, d'activisme, Twitter se prête assez bien parce que Twitter est un média, hein, parce que c'est un média, c'est-à-dire qu'on peut, euh, euh, les personnes postent et n'importe qui peut suivre les posts. Donc, hein, on suit des personnes. Donc, ces personnes communiquent et elles ont un public, hein. Donc, ça fonctionne comme un média. Donc, euh, et le deuxième intérêt, c'est que ça fonctionne un peu aussi sous forme de réseau. Alors, je ne parle pas des possibilités d'envoyer des messages privés, mais il y a un travail de tissage de relations qui peut être fait à travers les tweets, à travers deux pratiques de Twitter qui sont les retweets, hein. Donc, le retweet, c'est j'aime cette information et je la fais circuler chez mes propres followers. Donc, ça permet d'augmenter la diffusion de l'information. Et les mentions, alors les mentions, c'est un petit peu différent. C'est j'écris un tweet et je tag un autre compte parce que je veux que cet autre compte sache que j'existe ou que je parle de lui. Alors, pour le critiquer, pour le soutenir, le commenter ou tout simplement pour attirer son attention. Voilà. Et donc, il y a des liens qui se créent et donc c'est aussi des données qui nous permettent de reconstruire, de construire de mettre en évidence des liens que peuvent faire ces comptes entre eux. Voilà. Alors, les gens qui sont sur Twitter, sont sur cette thématique, hein, parce qu'il y a plein d'usages de Twitter, mais en tout cas, ex post, une fois qu'on a extrait tous ces comptes, on s'aperçoit que ce sont uniquement. Donc, il y a très peu de débats sur l'impact investing. Ça fait pas mal. Et les gens qui tweetent sur ces questions-là, ce sont principalement des gens qui sont engagés professionnellement sur ces questions et qui font, comme on le verra, il y a beaucoup de consultants, etc. Donc, ils font en gros leur promotion personnelle, hein, donc la publicité pour leurs activités, leurs services, ou qui font connaître des rapports, si ce sont des think tanks, etc., qui ont été produits, ou qui annoncent des événements. Voilà, peut-être que l'événement d'aujourd'hui à l'IDEA a été annoncé sur Twitter, par exemple, et retweeté par des tas de gens. Voilà. Donc, on est quand même là, pour le coup, un usage assez professionnel euh, de Twitter. Voilà. Euh, et donc, voilà, ce sont des gens qui créent une sociabilité intéressée. Donc, ils font des liens, mais en fait, pour se vendre ou pour vendre leurs événements, etc., leurs activités. Et en fait, toutes ces personnes qui parlent, en fait, hein, on verra qu'il y a plusieurs millions plusieurs centaines de milliers de personnes qui parlent, qui parlent, qui tweetent en tout cas, et donc ils font exister quelque chose, hein, comme l'impact investing. Voilà. Donc ça, je vais sauter parce que ça va être long. Alors, donc ce qu'on a fait, c'est on a construit deux bases.
Euh, on a tout d'abord lancé un lasso sur la twittosphère en extrayant toute une série de comptes qui utilisaient des mots-clés anglophones. Donc voilà, donc vous avez. Et puis on a lancé un deuxième lasso avec des mots-clés francophones pour construire à la fois ce qu'on appelle une base mondiale, mais enfin une base mondiale avec que des gens qui écrivent en caractère latin et qui utilisent des mots-clés anglophones, hein, voilà, et une base française où on a des comptes de la base mondiale basés en France et des comptes qui utilisent des mots-clés francophones. Voilà. Donc, je vous passe les détails. On a eu donc des centaines de milliers de comptes, beaucoup de bruit, c'est-à-dire des gens qui tweetent une fois dans leur vie sur l'impact investing, on ne sait pas ce qui leur a pris, qui disparaissent. Donc, ceux-là, on ne les a pas pris. On a sélectionné un sous-ensemble en fonction de leur influence, c'est-à-dire combien de followers ils ont, et en fonction de leur activité sur la thématique. Donc, un nombre de tweets pertinents sur 12 mois, de façon à quand même se centrer sur des comptes qui sont, bah, qui ne parlent pas par hasard, disons, de l'impact investing. Donc voilà, donc on a donc 16 300 comptes dans la base globale et 366 dans la base française. Alors, donc, pour vous donner le genre de choses qu'on peut faire avec ce genre de matériel, donc, on a attendez, j'arrive à. Voilà. Donc, là, par exemple, vous avez l'activité. Donc, on a nos 16 000 comptes là, mais qui sont répartis en fonction de leur année d'arrivée sur la thématique. Et vous voyez, donc on a les comptes actifs, donc on a moins de comptes actifs en 2011 qu'en 2018. Donc, vous voyez que 2018, c'est le moment, le boom, le pic de l'activité sur Impact Investing au niveau global. Ce graphique mesure aussi l'attrition, c'est-à-dire que pour chaque tranche de couleur. Par exemple, si je prends là en 2012, on a donc 1080 comptes qui arrivent en 2012. Et de ces 1080, il ne reste plus que 600 comptes en 2013, etc. Donc il y a une attrition. C'est-à-dire, il y a des gens qui arrivent, qui tweetent un an et puis qui s'en vont. D'accord? Voilà. Et donc, on a en 2021, qui est l'année auquel on a extrait les comptes, on a voilà, cet empilement de comptes qui sont arrivés sur la thématique et qui sont encore là, si je puis dire, en 2021. Et donc, on s'est particulièrement intéressé, nous, aux trois premières couches là, de 2021, c'est-à-dire de toutes les personnes qui ont commencé sur la thématique avant 2012, hein, entre 2007 et 2012, et qui sont encore là, encore en 2021, hein, qu'on a appelé le vieux cœur, ou le cœur historique, hein, le cœur dur de Twitter, de l'impact investing. Donc, ce sont les acteurs centraux. Donc, ceux-là, on les a étudiés un peu plus en détail, parce qu'étudier en détail 16 300 comptes, je n'ai pas encore eu le temps de le faire, disons. Voilà. Donc, ce qu'on voit là, c'est que donc il y a une montée de l'activité en ligne sur la question jusqu'en 2018, puis ça retombe de façon assez importante. La question, donc là, on n'est pas encore capable d'interpréter ce qui se passe. Il y a plusieurs possibilités. La première possibilité, c'est que le monde est fabriqué, la thématique est installée, donc on n'a plus besoin de faire de l'activisme en ligne. Et donc, il n'y a plus besoin de faire ce travail de mouvement social, en fait. Et donc, on peut être dans des secteurs, dans un espace moins visible. L'autre thématique, l'autre idée, c'est que tout simplement, bah, les gens sont en train de passer à autre chose. Donc, on ne sait pas si ça retombe ou si ça se professionnalise et ça se. Voilà. Autre point sur la base globale, donc là, c'est un graphique qui montre la date d'arrivée des principaux influenceurs. Alors, les influenceurs, ce ne sont pas le old core, ce sont les gens qui sont le plus retweetés. Donc, euh, et donc là, c'est une autre base, on a 400 comptes qui sont dans le top 100 des retweetés chaque année. Donc, et on voit que les gros, les influenceurs, ils arrivent en 2011, hein. Ce qui veut dire qu'il faut 7 ans, en fait, hein, on calcule,
Il va falloir 7 ans pour que la thématique euh, soit au pic de son intérêt. Donc, ça permet aussi de voir le travail en fait qu'il y a derrière. Alors ça, c'est au niveau mondial. Hein. On va voir que le monde, c'est pas le monde, mais et au niveau français, donc là, première distinction, si on commence à regarder les mondes selon les pays, au niveau français, euh, on, on voit qu'il n'y a pas de retombées. Vous voyez? C'est-à-dire qu'on a, en gros, l'activité reste à un niveau élevé entre 2017 et 2021. Donc, elle ne retombe pas comme au niveau mondial. Euh, et donc ça fait partie des choses, voilà, des différences dans les mondes, les mondes sociaux de l'impact investing qu'on a cherché à expliquer. Donc, une des explications on a deux explications. En fait, la première, c'est qu'on a un gouvernement en France qui s'est vraiment saisi de la thématique et qui a euh, lancé diverses initiatives et qui a beaucoup communiqué sur la question et qui donc l'a fait vivre d'une part et d'autre part et d'autre part la place financière de Paris donc qui réunit euh, qui est en France la finance est assez concentrée autour de quelques acteurs euh, très important. Donc, la place financière de Paris s'est saisie, elle aussi, de cette question, ce qui fait que donc des acteurs dominants en France, qu'il s'agisse de la finance mainstream ou du gouvernement, ont fait vivre en fait la question de l'investissement impact, ce qui explique le fait que ça se stabilise et qu'il y ait d'ailleurs une attrition un peu plus faible sur la base française que sur la base internationale. Alors, donc voilà pour les bases de données. Donc là, si on veut regarder l'extension, la diffusion de la thématique, on a essayé de positionner chacun des comptes euh, dans des pays. Et donc, ce que l'on voit sur ce tableau, donc on retrouve le pic de 2018. Donc, on a sur la base globale. Donc, on voit qu'en fait, on a 45% des comptes actifs qui sont aux États-Unis. Hein. Donc, le cœur de l'histoire, c'est aux États-Unis, suivi par la Grande-Bretagne, suivi par le Canada. La France se retrouve septième pays, mais on est un septième pays en valeur absolue. Mais en valeur relative, euh, euh, le Canada et la Grande-Bretagne sont beaucoup plus élevés si on rapporte ça à la population des pays. Hein. Donc en fait, le Canada est un des pays phares, on pourrait dire, rapporté à sa population de l'investissement impact, comme évidemment la Grande-Bretagne ou comme la Suisse. Par exemple, la Suisse, qui est un tout petit pays, qui, quand même, bon, qui arrive juste après la France, mais qui, rapporté à sa population, a quand même beaucoup de comptes. Euh, donc, on voit aussi en tout cas à travers Twitter, on voit aussi que ce qui s'appelle mondial, alors on est bien sur des tweets avec des mots-clés anglophones, hein, ce qui appelle mondial, c'est quand même un nombre relativement restreint de pays euh, 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 au passage. Alors, euh, on pouvait aussi assigner les comptes à l'intérieur des États-Unis, puisqu'on a vu que c'était la moitié des comptes. Et on s'aperçoit, c'est sans très grande... Une fois qu'on le sait, ça semble évident, que les États les plus importants, ben, c'est la Californie, où on a tout le monde des startups, de l'écosystème high-tech d'une part. Donc ça, c'est un des mondes qui fabrique l'impact investing. Deuxième monde qui fabrique l'impact investing, c'est New York. Et donc là, on a plutôt des acteurs de la finance, en fait, Wall Street, etc. Et troisième monde qui fabrique, c'est DC, c'est-à-dire le gouvernement, les grands think tanks qui sont à Washington, DC,
une partie des institutions onusiennes, hein, d'accord? Donc voilà, donc là on a l'alliance voilà, de trois centres de pouvoir qui ont une configuration assez différente en fait dans la promotion de l'impact investing. Et puis ensuite on voit que la diffusion de l'impact investing au niveau des États-Unis, c'est aussi une diffusion géographique, c'est-à-dire la diffusion géographique, elle se fait au niveau mondial, mais elle se fait aussi à l'intérieur euh, des États-Unis, bon, évidemment avec une diffusion. Bon, après, on pourrait continuer à interpréter. Donc voilà pour la diffusion. Et donc là, ça c'est un autre graphique aussi donc ça c'est juste sur 2015, qui montre en fait les relations entre tous ces comptes. Et ça c'est des relations de retweet. Qui retweet qui, hein, en gros. Et puis les gros ronds, c'est quand on est beaucoup retweeté, c'est-à-dire quand on est très influent. Et donc, on a colorié ce graphique en fonction des nationalités des acteurs. Et ce qui est très intéressant dans ce schéma, c'est qu'on voit que, évidemment, il y a des circulations transnationales, hein, parce qu'il y a des liens, mais vous voyez, il y a une densité qui est beaucoup plus forte au niveau des espaces nationaux. C'est-à-dire qu'on a bien des mondes de l'impact investing qui sont des mondes nationaux, hein, avec des personnes qui se parlent entre elles, qui se tweetent entre elles, etc., sur cette question, avec des passages transnationaux. Donc, vous voyez, au Canada, vous allez peut-être m'en dire plus dans la conversation, mais les quatre acteurs que vous arrivez à lire, donc c'est le bleu pâle là, quatre acteurs que vous arrivez à lire, ce sont quatre acteurs qui sont tous liés à une institution qui s'appelle Mars, euh, dont vous pourrez peut-être me dire ce que c'est. Bon, ce que je comprends en ligne, c'est une institution qui promeut l'entrepreneuriat et notamment l'entrepreneuriat high-tech. Donc, c'est une origine écosystème entrepreneurial, mais qui est une institution qui a très tôt créé justement un centre pour l'impact investing. Donc, au Canada, l'impact investing naîtrait, enfin, est repris par en fait les personnes qui s'étaient installées sur les politiques de l'innovation, qui essayaient de fabriquer un start-up, des lieux de coaching d'entrepreneurs, etc., et qui vont rajouter à leur catalogue, à leur carte, le fait de faire de l'investissement social aussi. Voilà. Euh, Et puis, donc ça, c'est une autre façon de faire des réseaux qui permet de résumer ce schéma-là en regroupant ensemble des comptes qui ont les mêmes comportements. Et on s'aperçoit, et donc on a à nouveau, vous voyez, des clusters qui sont très fermés au niveau national, c'est-à-dire là, on a, avec pas tellement de communication internationale, alors évidemment un peu plus pour les États-Unis qui sont en rouge. Là, vous avez le cluster canadien qui est cette fois en rose, avec ces fameux trois comptes là, Social Finance, Mars DD et Adam Smith, qui sont tous liés à l'organisation Mars et qui sont en fait les passeurs internationaux. C'est-à-dire que ces comptes-là sont très cités par l'ensemble des comptes canadiens, mais ils sont également cités par les comptes états-uniens. Euh, Et donc, on a le même phénomène pour les autres pays. Et ce que montre ce type de graphique, c'est que on on a donc des mondes sociaux nationaux et une communication entre des mondes sociaux nationaux qui passent par les dominants, hein. C'est-à-dire qui ne passent pas par les marges du point. C'est-à-dire que c'est un monde qui est stratifié
Et ce sont les dominants, en tout cas, ou les plus visibles, disons, de chacun des mondes sociaux, qui communiquent entre eux, qui se voient entre eux, d'accord? Et avec, euh, en revanche, des acteurs plus locaux qui, eux, finalement, ne mentionnent pas, ne retweetent pas les tweets des dominants d'à côté, si j'ose dire, du pays d'à côté, hein. Donc, ça permet aussi de visibiliser voilà, une forme de stratification et de documenter les formes d'internationalisation de ce type d'espace. Je ne sais pas combien de temps il me reste. Quelle heure est-il? 5 minutes peut-être, c'est ça? Oui, vous pouvez prendre un petit peu plus, là, on répartira. Ok. Non, c'est juste parce que voilà, j'avance. Bien. Alors, euh, euh, donc voilà. Donc ensuite, sur la base de ces données, on s'est demandé qui étaient ces comptes, parce que je ne vous ai pas encore dit qui, qui tweetait. Enfin, j'ai donné des, euh, des indications générales. Donc, on a mis au point une catégorisation. Donc, on a créé, alors ça a été, bon, je veux pas, moi, s'il y a des chercheurs, je pourrais répondre à ces questions-là, mais en tout cas, on a identifié 12 catégories d'acteurs qu'on a regroupées en 4 groupes. Donc, un premier groupe qui est en fait des personnes qui sont des acteurs de la chaîne d'investissement et de financement de l'impact. Donc, dedans, on a des consultants spécialisés, des têtes de réseau, des forums, des associations dédiées à l'impact investing, etc. Des acteurs financiers, évidemment, des impact investors, des acteurs de la finance solidaire, et puis des investis. Alors, on n'a quasiment pas d'investis, c'est-à-dire des organisations de l'économie sociale et des ONG. Voilà, donc ça, on pourrait dire, c'est le cœur de la représentation, c'est le groupe A. Après, on a des acteurs qui sont des banques classiques, des financiers classiques, mais qui font de l'ISR ou qui ont des initiatives de RSE, etc. On a des consultants, alors au sens large, hein, donc des auditeurs, par exemple les Big Four, etc. Bon. Euh, ou des consultants qui font du conseil en développement durable, mais pour des entreprises classiques, disons. Et puis, on a ce paquet écosystème entrepreneur qui est aussi un peu, c'est économie et innovation, quoi, mais qui n'ont pas forcément de vocation à faire des activités sociales. Donc ça, c'est le groupe B. Le groupe C, bon, donc il est assez disparate celui-ci. Dedans, on a des courtiers de connaissances comme des business schools qui sont très importantes, des think tanks, des acteurs philanthropiques et des acteurs publics. Euh, les acteurs philanthropiques et les acteurs publics, ils ont comme caractéristique à la fois de produire du rapport, de produire des, des policy papers, etc. Mais ils ont aussi, leur deuxième caractéristique, c'est que ils peuvent agir comme intermédiaires, c'est-à-dire ils peuvent, euh, comment dire, avoir des programmes de mise en connexion d'investisseurs et de cibles, etc. Et ils peuvent aussi investir leur propre argent. Donc, euh, les fondations peuvent mettre une partie de leur capital et les acteurs publics, notamment les banques publiques, euh, ont beaucoup abondé en fait les fonds d'impact investing. Donc, ce sont des acteurs qui sont pas dédiés à ces questions-là, euh, mais qui en fait sont essentiels à la fois dans la promotion des idées et dans le fait que, il y a de l'argent à investir en fait. Et puis en fait, un groupe D. Voilà. Alors, si on regarde au niveau de la base globale, donc on n'a pas codé les 16 400 comptes, mais on a codé donc le cœur historique, les fameux 316 comptes. Vous voyez, donc ce sont des gens qui sont très actifs depuis longtemps, etc. Donc c'est des gens qui ont été sélectionnés de manière particulière, mais vous voyez que la base du cœur historique, ce sont des gens dont c'est le cœur de métier en fait, hein, les réseaux, impact social, finance sociale impact, conseil impact, etc. D'accord? Euh, donc ça, à la rigueur, c'est pas très étonnant. Maintenant, euh,
si je compare ce cœur historique avec, alors, c'est une comparaison, mais qui n'est pas raison complètement parce que c'est pas totalement comparable, avec la totalité des comptes français, d'accord? Donc c'est à peu près les mêmes effectifs, 316, 360. On s'aperçoit de choses extrêmement intéressantes, c'est-à-dire que en France, les comptes les plus nombreux et les plus actifs, c'est la finance classique et les acteurs publics. Qui arrivent quasiment à la fin du cœur historique dans la base globale, hein. Tandis que, et en France, bon, pour qui connaît la France, ça ne vous étonnera pas, on n'a quasiment pas de fondation. En tout cas, la philanthropie est très peu développée, euh, de plus en plus, mais très peu si on compare aux États-Unis. Les acteurs philanthropiques sont totalement absents du champ. Donc, euh, comment dire, euh, cette inégalité se retrouve, je n'ai pas mis le schéma, elle se retrouve si je fais un tirage au sort, par exemple, si je tire 300 comptes au sort sur la base globale. Alors l'écart est moins net, en fait, mais on a quand même cet écart-là, c'est-à-dire que les acteurs publics de la finance classique, ils sont très, très hauts enfin, ils sont très peu actifs, finalement, aussi dans la base globale. Donc c'est vraiment le propre de l'économie politique française, en fait, de, euh, d'avoir comment dire, une implication très forte des acteurs publics sur cette question-là comment dire, de la finance classique et pas tellement de philanthropie. Voilà. Alors ça, c'est un autre schéma, donc un autre tableau. Donc vous avez, c'est toujours sur le vieux cœur, hein, le cœur historique. Donc là, il est réparti cette fois par pays. Donc quelle est la nationalité des comptes et puis par type d'acteur. Donc on retrouve en termes de nationalité à peu près la même hiérarchie que globale, c'est-à-dire que les États-Unis sont majeurs, après il y a des Anglais et des Canadiens. Donc 31 comptes canadiens, donc on retrouve à peu près les mêmes proportions. Ce qui est intéressant, c'est de regarder en fait les surreprésentations selon les pays des différents types d'acteurs. Et donc on va voir par exemple aux États-Unis, il y a une surreprésentation très nette des knowledge brokers dans lesquels il y a principalement des business schools. Donc ça montre le poids aux États-Unis en fait dans la promotion de ces idées-là d'un certain nombre de business school ou de gourous ou d'auteurs à succès qui font des conférences. Voilà. Euh, En Angleterre, en Grande-Bretagne, on a des acteurs spécialisés financiers et consultants. Et au Canada, on a des acteurs qui sont plutôt inscrits dans le monde des startups et de l'innovation et des acteurs philanthropiques. Voilà, vous voyez. Donc, je trouve que ça permet, ce type d'analyse permet de montrer qu'en fait, la même idée, quand elle se diffuse, elle va prendre en fait appui, elle va être importée par des acteurs qui sont situés socialement de façon très différente. Euh, euh, et que, bon, après, je ne connais pas assez bien le Canada, mais en tout cas, dans le cas de la France, c'est tout à fait en phase avec ce que l'on sait en fait du type de capitalisme français. Donc bon, là, c'est un résumé de ce qu'on a vu jusqu'ici. Euh, donc voilà, le pic d'activité, en termes de chronologie, le pic d'activité est en 2018, mais la plupart des acteurs arrivent en 2011. Les acteurs centraux, c'est une histoire majoritairement non-américaine, nord-américaine et britannique. On a une structure de réseau qui est stratifiée, hein, avec des clusters nationaux et des liens internationaux qui sont réalisés par des acteurs dominants des champs nationaux. Et puis, on s'aperçoit qu'en fait, pour faire exister ce monde, ben, il y a 12 types d'acteurs. C'est-à-dire que là, on a vraiment une belle illustration de la théorie des mondes sociaux. C'est-à-dire que pour faire vivre l'impact investing, on a 12 catégories d'acteurs. Puis il y a un autre élément qui est intéressant aussi, je trouve, c'est une image que j'aime bien prendre. Euh,
qui est qu'avec Twitter, vous savez, on fait baisser le niveau de la mer. Quand on fait baisser le niveau de la mer, on voit toutes les petites bêtes hein, qui, qui sont au fond de la mer et qui font des choses. On ne voit pas que les grosses baleines. Euh, et donc, avec Twitter, on a ça. Et donc, on voit toutes ces petits acteurs qui butinent, hein, ou les petites abeilles, des fois, petites abeilles qui butinent et qui finalement vont créer des liens et qui vont faire vivre les choses et qui vont essayer d'ailleurs de vivre de cette chose-là, etc. Voilà. Après, j'ai quelques éléments sur le cas français. Je vais juste vous donner la conclusion parce qu'on n'aura pas le temps de- d'entrer dans les détails, mais je pourrais répondre. Donc, dans le cas français, j'avais donc moi étudié à la main, donc sans Twitter, donc en 2017, mais c'était sur la base de données qui était juste 2014-2015, donc au moment où ça arrive en France. On avait écrit cet article avec Gaëtan Godefroy sur l'introduction de l'impact investing en France. Et en France, quand l'impact investing arrive, il est importé par des acteurs de l'économie sociale. Donc, vous voyez, il n'est pas importé par les startups, il n'est pas importé par les fondations, il n'est pas importé par l'État, il est importé par des acteurs d'économie sociale. Une frange de l'économie sociale qui avait déjà importé l'entrepreneuriat social. Et quand ils vont faire le rapport du G8, ils vont aller chercher quelques fonds de private equity qui existaient à l'époque et qui essayaient de, de faire de l'investissement private equity social. Donc, ils mettent tout ce monde-là ensemble et on voit dans le rapport français des tensions. Et d'ailleurs, on voit aussi des pratiques très différentes d'investissement. C'était l'objet de ce papier, c'est-à-dire finalement, il y a des pratiques très, très différentes, ces acteurs, mais ils étaient rassemblés sous un chapeau qui s'appelait Impact Investing. Donc, on est en France, au moment de l'importation, sur une situation assez clivée et en fait, les acteurs qui portent les choses, c'est les acteurs de l'économie sociale. 10 ans plus tard, il y a un succès, on a vu le plateau, hein, il y a un succès, il y a eu beaucoup d'initiatives gouvernementales, la création de Social Impact Bonds, etc. Et un succès aussi qui se voit dans les mots, c'est-à-dire qu'il y avait une association d'entrepreneurs sociaux qui se rebaptise Impact France, par exemple. On y avait une association des financiers solidaires qui coexistait à côté d'un Impact Investing Lab qui avait été créé pour promouvoir l'impact investing qui fusionne, d'accord? Donc il y a une fusion d'organisations. Et puis, pardon, et on a la place financière dont je l'ai évoqué. Donc on peut dire qu'en France, ça marche du tonnerre de Dieu, l'impact investing. Euh, euh, mais, attends, et je laisse ça, mais ce succès, cette institutionnalisation, elle s'est faite avec un coût, si je puis dire. Le coût, c'est que finalement, les acteurs qui avaient importé la pratique vont se retrouver petit à petit marginalisés de la discussion. Euh, Par exemple, les entrepreneurs sociaux vont être en partie marginalisés par un nouveau type d'entrepreneurs sociaux qui sont des gens qui font des startups high-tech pour le bien. Et puis, on a les gestionnaires d'actifs tout à fait standards aussi qui vont rentrer dedans et dans le champ et qui donc le font bouger. Et quant à la notion d'impact, elle a eu également tellement de succès que maintenant, elle devient quasiment un synonyme de critère ESG. Et donc, elle s'est diluée. Donc, en fait, on est en France dans un cas où on a eu un monde qui a importé, et puis maintenant, comment dire, il y a comment dire, une transformation de l'écologie du monde qui va, l'écologie donc des acteurs qui sont présents, qui va de pair avec une transformation du projet en fait. Voilà. Mais qui ne se raconte pas comme ça, bien entendu, parce qu'il faut garder le. Bien, donc je vais juste, vous savez, j'ai plein d'autres schémas, mais je vais m'arrêter là. Voilà, je donne une bibliographie quand même, puisque il n'y a pas que cette histoire de ce travail sur Twitter. Donc là, vous avez eu la primeur d'analyses qui ne sont pas encore ni écrites ni publiées. Mais voilà, les autres travaux que j'ai pu faire sur la question. Donc, je vous remercie. Merci,
Madame Chapelot, de nous avoir généreusement partagé ces travaux, vraiment une analyse d'ampleur. Je vais laisser la parole à Aurélien Philippot, qui pourra nous partager ses réflexions, ses questions. Monsieur Philippot. Merci beaucoup. Je voudrais commencer par remercier les organisateurs de m'avoir invité à discuter cet article qui m'a permis de beaucoup apprendre sur ce domaine-là. Je vais structurer mon intervention en 3 points, comme il est d'usage. Je vais commencer par brièvement rappeler les principales conclusions des auteurs. Et ensuite, j'apporterai quelques questions et commentaires. Puis en fait, je terminerai aussi par la discussion de certains enjeux éthiques qui sont soulevés par l'article. Donc, je pense qu'on l'a très bien compris avec la présentation. C'est un article qui s'intéresse à la diffusion graduelle du concept de finance à impact en France, en particulier depuis 2008, qui s'intéresse à son écosystème et qui va considérer ainsi toutes les parties prenantes, qu'il s'agisse des acteurs de l'économie sociale et solidaire, d'investisseurs professionnels, des autorités publiques, de consultants, etc. Et effectivement, il nous propose une taxonomie des acteurs du monde de l'impact investing et il nous permet aussi de voir les vagues successives qui se sont produites. En ce qui concerne la méthodologie, l'article s'appuie sur Twitter. Les auteurs collectent tous les tweets qui comportent un certain nombre de mots-clés en anglais, ce qui leur permet de construire une première base de données globale et de définir une mesure composite qui prend en compte 2 éléments, à la fois l'activité du compte, le nombre de tweets publiés au cours de l'année académique, ainsi que l'influence de la personne qui est mesurée par le décile du nombre de suiveurs du compte. Ce qui permet ensuite aussi aux auteurs d'identifier le pays de localisation de tous les comptes et d'identifier plus spécifiquement les acteurs qui sont localisés en France. Puis, comme ça a été précisé dans la présentation, une deuxième base de données est constituée qui va s'appuyer plus spécifiquement sur des mots-clés français. Donc, c'est un travail qui permet de se faire une bonne idée de la vitesse de déploiement dans chaque pays. Et puis, on a, je pense, 3 grandes conclusions qu'on peut en tirer. La première, c'est que alors que dans la plupart des pays, on observe une baisse du nombre de comptes et de l'activité à partir de 2017, on se rend compte que ça n'est pas le cas dans la base française. Ce qui est expliqué par les auteurs par l'implication croissante en fait, de l'État et des acteurs publics au travers de diverses initiatives. La deuxième conclusion, c'est l'influence des comptes étrangers sur le microcosme français. On voit dans certains des graphiques de l'article que cette influence, elle semble décroître dans le temps. Autrement dit, le dialogue devient davantage franco-français. Et puis la troisième conclusion, elle est davantage en lien avec la taxonomie et elle montre précisément une arrivée progressive de 2 types d'acteurs, les acteurs publics et les acteurs de la finance classique, ainsi qu'une transformation des mots-clés, des principaux hashtags qui sont utilisés avec des glissements sémantiques qui sont identifiés. Alors, en ce qui concerne mes questions et mes commentaires, tout d'abord, je tiens à dire que c'est un article que j'ai trouvé très intéressant et que j'ai eu du plaisir à le lire. Moi, j'aurais aimé en savoir un petit peu plus en lisant l'article sur la question de l'attrition des comptes actifs dans le temps. Donc, on avait l'impression sur les figures que, en particulier la figure 1, qu'aucun des comptes présents au début de la période n'est encore présent en fait à la fin. Peut-être donner quelques éléments sur la durée moyenne d'activité pour un compte. En moyenne, combien de temps est-ce qu'un compte reste présent sur l'ensemble de la base? Parmi les interprétations possibles, une des questions que je me posais, c'était est-ce qu'il serait possible que certains acteurs plus individuels au départ, on peut penser par exemple à des consultants, aient par la suite disparu de la base, apparemment, mais en réalité, ils y seraient... Peut-être qu'ils sont revenus en s'intégrant à d'autres initiatives, à d'autres organismes qui, eux, se sont créés par la suite. Auquel cas, ce ne serait pas forcément réellement une attrition, mais simplement des mouvements internes à cet univers-là.
Et puis, je me posais aussi des questions sur le rôle de l'expérience. En particulier, est-ce qu'un compte qui est présent depuis plus longtemps occupe dans le réseau une place qui est plus centrale? J'avais aussi peut-être quelques remarques sur la constitution de la mesure composite qui est utilisée. Alors, comme toujours, quand on crée une mesure, il y a toujours un côté arbitraire sur le seuil qui est utilisé. Vous prenez un seuil à 12 tweets par an. Je pense que ça pourrait être utile aussi d'avoir une représentation visuelle, un histogramme par exemple, qui nous permette de voir en fait la distribution du nombre de tweets dans la base de données pour voir un petit peu où se situe ce seuil de 12 tweets par an que vous utilisez. Je me suis également demandé, je me suis dit qu'il était possible qu'une personne fasse des tweets sur plusieurs thèmes et pas forcément simplement des questions qui sont en lien avec l'investissement à impact. Donc, c'est toute la question de dans quelle mesure est-ce qu'un compte est spécialisé uniquement sur cette thématique-là ou dans quelle mesure la personne qui a créé ce compte-là va intervenir sur plusieurs thématiques. Et ça, c'est une question qui est importante parce que si la personne intervient sur plusieurs sujets de société, comment est-ce qu'on peut être sûr que les suiveurs ont choisi de suivre le compte en raison des publications en lien avec l'impact investing et pas en lien avec d'autres histoires et d'autres thématiques? Je pense que de ce point de vue-là, peut-être qu'une analyse lexicale des suiveurs pourrait permettre de répondre à cette question. Également, par ailleurs, donc vous utilisez pour la mesure le nombre de suiveurs. Alors, ce qui est intéressant avec Twitter, c'est qu'on peut utiliser plusieurs métriques qui peuvent peut-être nous donner différentes informations. Donc, vous êtes intéressé spécifiquement à cette mesure du nombre de suiveurs, mais en regardant un petit peu dans la littérature, certains auteurs nous disent que le nombre de suiveurs nous donne une indication sur la popularité de la personne qui est suivie. Mais quand on regarde, par exemple, le nombre de retweets, ça va nous dire quelque chose peut-être en lien avec la valeur du contenu, avec la qualité du contenu, qui est une dimension qui n'est pas présente dans l'article, qui pourrait être intéressante aussi à examiner, puisque ça peut peut-être nous dire quelque chose sur la compétence. Et puis la troisième chose, c'est les mentions, qui, elles, peuvent peut-être nous dire quelque chose sur le prestige de la personne qui est citée, puisqu'après tout, si elle est citée, c'est qu'elle est jugée digne d'être citée par la personne qui mentionne son nom. Donc peut-être que ces trois dimensions évoluent à des rythmes différents, elles ne décollent peut-être pas forcément en même temps, peut-être qu'il y a des différences, peut-être qu'on pourrait imaginer une mesure composite qui incorpore, qui soit une sorte de moyenne pondérée de ces trois mesures, donc, je pense que ça ouvre peut-être aussi d'autres dimensions pour votre analyse, qui pourraient enrichir encore un peu plus le travail que vous avez fait. Je m'étais aussi dit que dans l'article, vous évoquez les comptes français qui retweetent des informations d'autres comptes étrangers, puis vous montrez bien qu'il y a une diminution progressive dans le temps, ce qui peut s'interpréter, comme vous le faites, par un phénomène d'appropriation de ce concept-là à l'univers français. Je m'étais demandé s'il y avait par hasard le phénomène inverse. Est-ce que le monde de l'impact investing en France est innovant à certains égards au point de susciter des retweets, des mentions de la part d'acteurs qui ne sont pas localisés en France? Ce qui serait possible de faire, étant donné qu'il y a beaucoup de comptes localisés en France qui publient en anglais. Donc la barrière de la langue ne serait pas quelque chose qui empêcherait de mesurer cela. En particulier, peut-être ça pourrait être intéressant de voir ça pour tout ce qui concerne les initiatives des acteurs du public, qui semble être une des spécificités de la France par rapport aux pays étrangers, comme vous l'avez très bien montré. Et puis, une des dernières questions, un petit peu en lien avec ce que je disais au départ sur la question de l'atrophie. On a des personnes du monde de l'économie sociale et solidaire qui semblent disparaître dans le temps.
La question, c'est que deviennent ces personnes-là? Est-ce que c'est simplement un artefact, une illusion qui vient en fait de la mesure qui est utilisée, comme je disais précédemment? Est-ce qu'ils vont travailler dans d'autres domaines? Est-ce qu'on a une idée de ce que deviennent ces gens-là et par la suite? Est-ce qu'ils continuent à travailler dans ce domaine-là ou c'est simplement qu'ils finalement ils cessent de faire de la publicité parce que le relais a été pris par d'autres acteurs? Et puis, je vais terminer peut-être mon commentaire par deux éléments en fait éthiques. Je pense qu'il y a des enjeux éthiques intéressants qui sont soulevés à la fin de l'article, notamment tout ce qui est en lien avec l'évolution de la taxonomie. On voit un rôle un petit peu plus important qui est joué par les acteurs du public en France, ce qui soulève certaines questions. En fait, je pense que l'un des concepts sous-jacents qui est interrogé, c'est le concept de subsidiarité. On peut se demander finalement dans quelle mesure est-ce que les acteurs publics sont les mieux placés pour identifier, comprendre et répondre à des besoins qui sont des besoins locaux. Et donc, quels sont les risques qui peuvent être posés par cette intervention-là. Et d'autre part, le rôle omniprésent, enfin, le rôle croissant joué par les acteurs de la finance classique. Alors, en lisant votre article, il y a un exemple historique qui m'est venu en tête. Peut-être qu'il n'est pas pertinent, vous me le direz après. C'est l'exemple des monts de piété en Europe, qui pour moi sont l'un des exemples les plus anciens d'investissement à impact, puisqu'il s'agissait d'organismes à but non lucratif qui fournissaient des prêts de charité à des personnes pauvres pour qu'elles puissent acheter des biens de consommation de base. On ne parle pas de consommation somptuaire, mais on parle des biens qui permettent de survivre, à des taux d'intérêt qui étaient très bas et qui ne visaient pas la réalisation d'un profit, mais simplement la compensation des différentes charges subies par l'organisme prêteur. Et puis on a vu que ces organismes-là ont progressivement disparu au fur et à mesure que les banques plus traditionnelles se sont développées, qui, elles, ont eu intérêt, avec des incitatifs, à encourager au maximum à la consommation et au recours au crédit. Donc c'est toute la question de la coexistence, en fait, entre des acteurs qui ont une conception du bien qui n'est pas la même et une conception peut-être philosophique et anthropologique qui n'est pas la même, qui ne sont pas les mêmes non plus. Et enfin, le dernier point, puisqu'on a des acteurs du monde de la finance classique qui interviennent dans ce domaine-là, dans quelle mesure est-ce que les fonds de private equity qui interviennent dans ce domaine-là fonctionnent-ils de façon différente dans leur mode de travail, dans leur mode de relation avec les gens, avec les entreprises dans lesquelles ils investissent lorsqu'ils investissent dans ces domaines-là? Là, ce qui serait super intéressant, ce serait d'avoir, par exemple, des sondages et des enquêtes de terrain pour voir s'il y a des différences substantielles qui peuvent être observées. Voilà, merci beaucoup. Ouais, merci. J'en profite pour vous demander de m'envoyer vos nombreuses remarques méthodologiques parce que j'ai noté, mais pas tout. Et je pourrais partager ça avec Camille Roth, hein, qui sera très content. Donc, bon, il y a beaucoup de questions. Alors, peut-être que vous voudriez que je recommence par les questions éthiques de la fin. Euh, donc juste pour la mesure composite, je vais juste ça parce que ça c'est une erreur on s'est mal expliqué. En fait, on a c'est un seuil de 12, mais le 12 c'est la mesure composite. C'est-à-dire que si on fait partie des gens qui ont le plus grand nombre de followers, on peut avoir que 2 tweets en fait. Hein. C'est-à-dire si on est dans le top 10, disons, enfin le premier décile, donc on a 10 points. Et ensuite, ou le 10e décile, je sais plus, ça dépend dans quel sens on le fait. Disons que, et on peut avoir que 2 tweets. Donc les gens qui ont énormément de followers peuvent être peu actifs. En revanche, pour être gardé dans la base, il faut avoir très peu de followers et à ce moment-là, il faut tweeter beaucoup. Voilà. Donc ça, c'est juste, voilà. Donc bon, c'est comme ça qu'on a fait. En fait, au départ, on s'était dit on va prendre un tweet par mois et on s'est aperçu que comme on connaissait le champ, enfin, parce que je vous disais, un tweet par mois, on loupait un certain nombre d'acteurs. Et notamment, on évacuait des très très gros acteurs dont je savais qu'ils étaient importants. Donc on a essayé de... Voilà, ça a été fait un peu comme ça, quoi. C'est-à-dire que c'est le seuil qui permettait de garder les acteurs dont on savait qu'ils étaient importants, tout en récupérant une masse de petits. Voilà. Donc on a surtout trié chez les petits, en fait, c'est ça. Euh,
le... Ah oui, donc le lien entre le cœur historique et la centralité. Donc ça, en me préparant justement pour aujourd'hui, là, j'ai retrouvé une analyse que j'ai pas mise, parce que je vous ai expliqué qu'on avait identifié à partir des réseaux de retweets les 100 acteurs chaque année les plus retweetés sur la base globale. Et donc, il y a un tiers de ces acteurs les plus influents, les 100, voilà. Donc, ils sont 406 en fait, hein. Donc, il y a 12 années, mais il y a 406 personnes qui sont dans le top 100, hein, de chaque année. Donc, il y en a qui sont continuellement dans le top 100. Et donc, il y a à peu près un tiers du top 100 qui sont des acteurs historiques, en fait, du cœur historique. Donc, il y a quand même une assez bonne corrélation, en fait, entre la durée sur la thématique et, la visibilité, en fait, l'influence, quoi. Euh, Euh, Si je voilà, peux me donc permettre, oui, je vais juste inviter les gens qui auraient des questions à déjà les mettre dans le chat et commencer. Comme il ouais, reste pas de temps, on pourra peut-être en répondre à plusieurs en même temps. Donc, je vais couper d'accord. l'enregistrement, vous laisser poursuivre, mais en même temps Et- ouvrir là au Parfait, public. parfait. Donc je vais juste je vais répondre peut-être aux questions